Dans le monde de la data, nous avons de plus en plus de personnes qui deviennent freelance, qui se mettent à leur propre compte. Et de plus en plus de personnes me demandent, Natacha, qu'est-ce qui se cache derrière le terme freelance? Combien gagne-t-on réellement lorsqu'on est freelance? Quel statut juridique choisir si on veut se mettre en freelance en France? Comment facturer? Comment trouver ses premiers clients? Comment développer son activité de freelance? Voilà les questions que je reçois le plus souvent sur cette nouvelle forme de travail. Et dans cette vidéo, je vais partager avec vous de façon détaillée comment devenir freelance en France, quelles sont les étapes, qu'est-ce qui se cache réellement derrière ce thème de freelancing. Salut, moi c'est Natacha et sur cette chaîne, on redécouvre le monde de la data. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, il y a 4 actions à faire. On s'abonne, on like, on commente, on partage et surtout, on active la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos de qualité comme celle-ci que je partage avec vous chaque semaine. Vous avez réalisé les actions. C'est parti pour découvrir ce qui se cache réellement derrière le freelancing. Let's go! Commençons par définir ce qu'on entend par être freelance et quelle est la différence fondamentale avec le fait d'être salarié. Ok? Commençons par le salariat. D'un point de vue purement économique, lorsque vous êtes salarié, en général, vous échangez votre temps, votre expérience, votre expertise contre un salaire, contre une rémunération à la fin du mois. C'est ça être salarié en fait d'un point de vue économique. On échange son temps, son expérience, son expertise contre une rémunération. Et lorsqu'on est salarié, il y a une relation particulière avec l'entreprise qui est très forte. L'avantage du salariat, c'est quoi? C'est déjà la sécurité de l'emploi, surtout lorsque vous évoluez dans les pays comme la France. Vous avez la sécurité sociale. Si vous êtes une femme, vous avez les congés maternité de 3 à 6 mois en fonction du secteur. Vous avez également les arrêts maladie. Quand vous êtes malade, la sécurité sociale va couvrir ces charges-là. Vous avez le chômage via Pôle emploi. Si vous perdez votre travail, aujourd'hui on appelle ça France Travail, si vous perdez votre travail en tant que salarié, vous avez la possibilité d'avoir des indemnités chaque mois dans ce processus-là parce que vous cotisez en fait. Donc, il y a ce travail qui est plutôt sécurisé. Vous avez la retraite, etc. Il y a pas mal d'avantages à être salarié, ok? Être salarié, c'est une situation qui est plutôt moins confortable. Vous ne prenez pas énormément de risques. En général, c'est votre employeur qui prend le plus de risques. Ça, c'est le côté salarié. Et un point bonus également dans le fait d'être salarié, c'est que les banques aiment bien les salariés, entre guillemets. Lorsque vous voulez prendre un prêt immobilier, le fait d'avoir une fiche de paie tous les mois qui tombe fait en sorte qu'on vous donne facilement des crédits à la consommation, des crédits immobiliers auprès des banques. Ça, c'est le gros avantage du fait d'être salarié. De l'autre côté, qu'est-ce que le freelancing? D'un point de vue purement économique, la définition ne change pas trop parce que les freelances sont ces professionnels qui vont échanger leur temps, leur expérience, leur expertise contre une rémunération. Contrairement aux salariés, le freelance n'a pas forcément un salaire. Il a ce qu'on appelle un chiffre d'affaires. Ce sont des entrepreneurs en général. Lorsqu'on est freelance, on bascule du côté de l'entrepreneuriat. On génère tous les jours, tous les mois, un chiffre d'affaires. En général, c'est la différence. Et le gros avantage d'être freelance, c'est justement le fait qu'on a la possibilité de choisir nous-mêmes nos clients, de choisir nous-mêmes les projets sur lesquels on travaille, de choisir... Bref, il y a cette liberté qu'on a lorsqu'on est freelance, beaucoup plus que lorsqu'on est salarié, premier point. Étant donné que le freelancing, c'est plus risqué parce que si vous n'avez pas de mission, vous n'êtes pas payé, entre guillemets, vous n'avez pas de mission, vous ne générez pas de chiffre d'affaires, c'est risqué. Donc, comme on a plus de risques, le niveau de rémunération, le niveau de revenu en tout cas, il est beaucoup plus élevé en tant que freelance. On reviendra là-dessus plus tard. Donc, liberté, rémunération, revenu beaucoup plus élevé en tant que freelance et possibilité de choisir son évolution, comment est-ce que son entreprise va évoluer. C'est ça le grand plus. Tous ceux et celles qui sont souvent freelance, les 2 points, en tout cas moi personnellement, que je trouve dans ce métier, c'est déjà la liberté de choisir ainsi que le niveau de rémunération qui est beaucoup plus important. Ok? Donc voilà la différence entre les deux.
Freelancing, profil plus risqué, plus de risques, plus de rémunération. Salarié, moins risqué, confort. Et voilà. On a parlé de ce qu'on entend par freelancing. Maintenant, qu'est-ce que les freelances font au quotidien? En général, les tâches qu'on fait en tant que freelance ne sont pas très différentes des tâches que le salarié fait. Je prends mon exemple. Aujourd'hui, j'ai travaillé principalement en tant que data scientist dans le secteur financier. Les missions que je fais au quotidien aujourd'hui en tant que freelance sont exactement les mêmes que les missions que je faisais en tant que salarié. La différence qui va changer, c'est principalement la nature de mon contrat. Donc, quand vous êtes consultant ou consultante en général, vous allez faire de la prestation de service auprès de votre client qui doit être satisfait et vous apporter le maximum de valeur. C'est ça en fait. Et en tant que salarié, c'est ce que vous faisiez. En tant que freelance, c'est la même chose. D'un point de vue purement mission, on a les mêmes activités lorsqu'on est freelance ou lorsqu'on est salarié. La seule différence, c'est que lorsqu'on est salarié, on a ce contrat qui nous lie avec l'entreprise. Et lorsqu'on est freelance, c'est la prestation de service. On a vu qu'en termes de mission, les salariés et les freelances ont souvent les mêmes missions, entre guillemets. On a vu qu'en général, être freelance donne de la liberté, donne un niveau de revenu beaucoup plus élevé. Maintenant, si vous souhaitez vous mettre en freelance aujourd'hui en France, quel statut juridique devriez-vous choisir pour pouvoir exercer votre activité en tant que freelance? En général, il y a 3 principaux statuts. Il y en a plus, mais les 3 principaux qu'on recommande souvent. Le premier, c'est ce qu'on appelle le portage salarial. Qu'est-ce que c'est le portage salarial? C'est un peu à mi-chemin entre l'indépendance et le salarié. Parce que lorsque vous êtes en portage salarial, vous allez voir ce qu'on appelle les entreprises qui font du portage salarial. Vous allez signer un contrat de CDI, salarié porté. Quelle est la particularité de ce contrat? C'est que vous allez faire de la prestation de service auprès de votre client et c'est l'entreprise de portage qui va se charger de faire vos factures. C'est quoi la facture en général? J'ai travaillé 20 jours ce mois. 20 jours, j'ai facturé n'importe quoi, 800 €. Je fais 20 fois 800, ça fait 16 000 €. Mon entreprise de portage va faire la facture de 16 000 € envoyée au client. Et le client sur lequel je travaille va reverser ce chiffre d'affaires que vous avez généré à votre société de portage. La société de portage, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va transformer ce chiffre d'affaires en salaire. Ça veut dire quoi? Elle va cotiser le chômage, elle va cotiser la sécurité sociale, elle va cotiser la retraite et elle va optimiser au maximum et à la fin, vous reversez un salaire. Vous, lorsque vous contractez avec une société de portage salarial, tous les jours sur le chiffre d'affaires que vous allez générer, la société de portage va prendre une commission. Ça dépend de votre contrat, 2% ou un peu moins ou un peu plus. Donc voilà à peu près. Donc portage salarial, je vais voir une entreprise qui a l'habitude du fait de portage. Je suis comme une salariée dans cette entreprise. La seule différence, c'est que si je n'ai pas de mission, la société de portage ne va pas me verser de salaire parce que je n'ai rien travaillé en fait. Son rôle en général, c'est de transformer votre chiffre d'affaires parce que vous, en tant qu'individu, vous ne pouvez pas faire de facture. La société de portage va faire vos factures et va vous reverser un salaire. Et il y a souvent des mécanismes qui vous permettent d'optimiser avec, par exemple, les tickets restaurants, avec l'achat d'ordinateur, l'achat de téléphone, la connexion Internet et plein d'autres éléments d'optimisation que vous pouvez avoir avec la société de portage, les chèques cadeaux, les chèques de Noël. Donc, être en portage salarial, c'est un peu être comme un salarié, mais avec un revenu plus élevé. On reviendra sur la partie revenu plus tard. Pourquoi est-ce que vous allez choisir d'être en portage salarial? Ça peut être d'un point de vue purement personnel. Par exemple, on sait tous que lorsqu'on est salarié, on peut facilement avoir un crédit immobilier. Ok? Si vous voulez être freelance et vous n'avez pas encore pris votre crédit, vous n'avez pas encore fait des achats d'appartements, vous pouvez commencer par vous mettre en portage salarial. Chaque mois, votre société de portage va vous donner une fiche de paie. Et grâce à ces fiches de paie, vous pouvez aller auprès des banques et demander un crédit. Donc, ça peut être une des raisons pour lesquelles des personnes qui certes sont freelance vont faire ce qu'on appelle du portage salarial pour pouvoir réaliser des prêts bancaires. Parce qu'aujourd'hui, les banques en général ne font pas trop de différence entre les salariés portés et les salariés normaux. Okay? Donc, vous pouvez prendre un crédit bancaire avec ça. Deuxième raison qui peut vous pousser à faire du portage salarial, c'est que vous êtes en France,
vous êtes étranger, vous n'avez pas la nationalité française, vous avez un titre de séjour qui vous donne uniquement le droit d'être salarié. Avec votre titre de séjour salarié, vous ne pouvez pas facilement créer une entreprise. Vous passez d'abord par le portage salarial pour pouvoir réaliser des missions en freelance, mais en tant que salarié porté. L'avantage, c'est que vous aurez plus de revenus qu'en étant salarié, ça c'est sûr. Mais l'inconvénient, c'est que en termes de croissance, en termes d'optimisation, c'est le statut le moins intéressant. En dehors du portage salarial, le deuxième statut que vous allez souvent voir, que moi je ne recommande pas du tout, du moins lorsqu'on travaille dans la data science, c'est tout ce qui va être auto-entreprise. Vous créez votre micro-entreprise et vous, cette fois-ci, vous êtes entrepreneur. Vous pouvez réaliser des services auprès des entreprises, vous pouvez réaliser des factures. D'un point de vue fiscal, les 2 premières années, il y a pas mal d'accompagnement que l'État donne à tous ceux qui vont créer des auto-entreprises. Ça fait en sorte que vous payez moins d'impôts. Mais l'inconvénient qu'on a lorsqu'on a une auto-entreprise, c'est que toutes les charges que vous avez pour faire fonctionner votre entreprise, vous ne pouvez pas les déduire en fait de votre chiffre d'affaires. Par exemple, pour réaliser des missions chez vos clients, vous avez souvent besoin d'ordinateurs. Dans la micro-entreprise, l'achat de l'ordinateur ne peut pas être compté dans le chiffre d'affaires, ne peut pas être décompté. L'achat de téléphone, l'achat d'Internet, bref, toutes les charges qui peuvent être pertinentes pour votre entreprise ne peuvent pas être couvertes par la micro-entreprise. Raison pour laquelle je ne vous recommande pas, en tout cas pour les profils de data scientist, de créer des auto-entreprises parce que ce n'est pas le statut le plus intéressant en tout cas. On va voir un autre statut qui est très intéressant. Et j'ai oublié de mentionner un point sur le portage salarial. C'est que lorsque vous êtes en portage salarial, vous êtes salarié en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si votre contrat de portage salarial se rompt, vous pouvez aller chez Pôle emploi et avoir le chômage. Donc ça, c'est un avantage en portage salarial. En auto-entreprise, vous n'avez pas cet avantage-là. Vous êtes déjà entrepreneur. Et même si vous êtes chez Pôle emploi et que vous avez une auto-entreprise, tout ce que vous allez gagner dans l'auto-entreprise sera automatiquement déduit de vos, on appelle ça comment, ARE, de vos allocations Pôle emploi chômage. Donc, raison pour laquelle je ne vous recommande pas de créer une auto-entreprise lorsque vous êtes freelance data scientist. Le troisième statut que je recommande pour le coup, pour commencer en tant que freelance data scientist, c'est ce qu'on appelle une SASU, S-A-S-U, ou encore SAS si vous êtes plusieurs. Le gros avantage de la SASU, c'est justement le fait que vous pouvez mettre dans les charges de l'entreprise tout ce qui va tourner autour du fonctionnement. Par exemple, vous voulez acheter un ordinateur pour être efficace au travail, ça passe dans les charges de votre SASU. Vous voulez acheter, par exemple, comme moi, un micro pour votre chaîne YouTube, ça rentre dans les charges de la SASU. La caméra que j'utilise, ça rentre dans les charges de la SASU. Vous avez besoin d'un véhicule pour vous déplacer, pour faire des contrats clients, ça rentre dans les charges de la SASU. Vous avez besoin de faire des dîners avec vos clients pour gagner des affaires. Ces dîners rentrent dans les charges. Donc, il y a pas mal de mécanismes d'optimisation que vous avez lorsque vous créez une SASU, ce que vous n'avez pas forcément si vous étiez en auto-entreprise. Et un point également bonus sur la société anonyme, la SASU, c'est que, en général, si vous créez une SASU et que vous n'avez pas de rémunération, donc vous étiez salarié, vous êtes allé chez Pôle emploi, vous créez ensuite votre SASU, vous n'avez pas de rémunération, vous pouvez percevoir une allocation Pôle emploi en réalisant votre activité de freelance, en général, du moins au début, pendant les 18 premiers mois aujourd'hui. Donc voilà à peu près les 3 statuts qui existent. Portage salarial, si vous avez des contraintes, par exemple, vous voulez acheter un appartement, vous voulez acheter une maison, vous pouvez commencer par le portage. Vous êtes étranger, vous n'avez pas encore la possibilité de créer une SAS, créer votre SASU. Deuxième statut, qui a un plafond. C'est vrai qu'on dit souvent qu'on peut dépasser ce plafond-là, c'est vrai. Mais pour les personnes plus ambitieuses, je vous recommande clairement la SASU. Pourquoi est-ce que je recommande la SASU? Au-delà du fait qu'il y a plus de leviers d'optimisation, c'est que lorsque vous voulez faire grandir votre entreprise,
vous pouvez créer ce qu'on appelle des holdings qui vous permettent en fait d'investir dans d'autres projets. Ça peut être des projets immobiliers, ça peut être des projets, je ne sais pas trop quoi. Bref, il y a plus de mécanismes de croissance lorsque vous créez une SASU comparativement à l'auto-entreprise. Donc voilà les 3 principaux statuts. Il y en a plus. Il y a EURL, il y a SAL, il y a autres. On ne va pas s'embrouiller avec tout ça. Les 3 principaux, c'est portage salarial si je veux avoir un prêt immobilier, si je n'ai pas encore la possibilité de créer une SASU. Et SASU, auto-entreprise, moi, je ne recommande pas personnellement parce que c'est assez limité. Nous avons parlé de statut juridique. Maintenant, parlons de revenus. Combien est-ce qu'on peut gagner lorsqu'on travaille justement en indépendant? J'ai dit, un des avantages d'être indépendant, c'est la liberté, c'est le niveau de rémunération. Combien concrètement, en tant que data scientist, on gagne en tant qu'indépendant, ok? Lorsque vous êtes indépendant, il y a ce qu'on appelle le TJM, taux journalier moyen. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le montant d'argent que votre client va vous verser tous les jours passés sur la mission. Prends un exemple simple. Vous avez fait 20 jours sur une mission. Vous faites 20 fois votre TJM, vous avez votre chiffre d'affaires. Et en termes de TJM, on va aller tout de suite sur Malte pour voir ensemble combien peut-on gagner concrètement lorsqu'on est freelance data scientist. Nous sommes sur le site de Malte et ici, il y a une estimation du TJM moyen pour les data scientists expérimentés actifs sur le site. Vous voyez, ici, il est de 655 €. La moyenne veut tout et rien dire en même temps. Donc, n'hésitez pas à contextualiser, aller discuter avec des personnes qui ont le même profil que vous pour affiner vos recherches. Si on prend par exemple ici en fonction du niveau d'expérience, on voit qu'en moyenne de 0 à 2 ans, on a 348, que je trouve assez faible. N'hésitez pas à challenger avec des personnes qui ont le même profil que vous. Vous avez jusqu'à 700 € et plus. J'ai vu des personnes avec 2 ans d'expérience qui avaient des TGM autour de 750 €. Donc, c'est possible. N'hésitez pas à challenger. Ne prenez pas seulement 348 € et puis vous acceptez. Ensuite, vous avez ici de 3 à 7 ans d'expérience. Vous avez en moyenne 509 €. De 3 à 7 ans d'expérience, vous pouvez avoir 800 €, vous pouvez avoir 750 €, vous pouvez avoir 900 €. Bref, ça dépend de la mission, ça dépend du secteur d'activité. De 8 à 15 ans d'expérience, il faut savoir qu'en tant que freelance, les TGM capent très rapidement. Vous voyez ici, là, c'est jusqu'à 1200 €. Et de 15 ans et plus, c'est jusqu'à 1500 €. Donc, le TGM, ça change également en fonction de la ville. Si vous êtes à Paris, le TGM, il est plus important qu'en région parisienne. Par exemple, ici à Paris, vous voyez, c'est 771 €. Data Scientist Tensorflow, honnêtement, je ne sais pas ce qu'ils veulent dire là, mais bon, Data Scientist NLP, 771 € Spark, 733, 719, 725. Donc, à partir de ça, vous pouvez vous-même juger à quel niveau vous pouvez vous situer. Et vous avez des profils privés. N'hésitez pas à aller sur Malte, en fait, créer votre profil et vous allez voir à combien vous pouvez gagner en tant que freelance. Nous avons vu ensemble les TJM moyens sur Malte. La vraie question maintenant, c'est comment est-ce que vous pouvez fixer votre TJM à partir de tout cela, en fait. Il y a une stratégie de Juliette Cadeau que moi j'ai adorée, en fait, qui disait que pour fixer votre TJM, c'est simple. Allez sur Malte, faites la moyenne de ce que vous avez observé et rajoutez 20%. On a vu que la moyenne, c'était de 750 €. Vous rajoutez 20% sur ces 750 € et vous aurez votre TJM. Et moi, personnellement, la stratégie que j'ai adoptée pour définir le mien, c'est j'ai discuté avec des personnes qui avaient exactement le même profil que moi, qui travaillaient exactement sur les mêmes missions que moi. J'ai demandé combien ces personnes-là gagnaient, parce que ce que vous voyez sur Malte, ce n'est pas forcément représentatif de tous les secteurs d'activité. J'ai demandé combien exactement ces personnes gagnaient. J'ai demandé une tranche et à partir de cela, j'ai fixé un TGM. Aussi simple que ça. Donc, vous également, vous souhaitez être freelance data scientist. Il y a certainement des personnes dans votre entourage qui ont fait ce pas. Demandez-leur combien elles gagnent. Et à partir de cela, vous pouvez appliquer la même règle. Je fais la moyenne de tout ce que j'ai observé autour de moi et je rajoute 20%. Ça me fait mon TJM. Prenons un exemple de TJM à 800 € par jour pour faciliter les calculs. Supposons que votre TJM, c'est 800 € par jour. Ça veut dire que si vous travaillez 20 jours dans le mois, vous générez un chiffre d'affaires de 16 000 €. La vraie question, c'est combien finalement j'ai dans ma poche lorsque je génère 16 000 €? Parce que bien sûr, nous sommes en France, il y a des impôts, il y a des taxes, il y a des charges.
16 000 euros, c'est le chiffre d'affaires. Ce n'est pas ce qui vous revient. Donc, on va voir tout de suite, en fonction de ta statut, combien vous pouvez gagner en tant que freelance. Il y a des simulateurs disponibles en ligne que vous pouvez utiliser pour estimer justement combien, à partir de 16 000 euros, de 800 euros de TGM par jour, vous pouvez gagner finalement en fonction du statut. Imaginez vous gagnez 800 euros par jour. Combien vous allez gagner concrètement par mois si vous êtes en portage salarial? On va prendre un salaire brut, salaire net freelance. Il y a pas mal de sociétés de portage en ligne comme STA Portage sans publicité qui proposent un calculateur. En gros, vous venez ici. Si vous facturez, par exemple, on a dit 800 euros par jour, juste là. Vous faites 20 jours, vous avez des frais professionnels. Combien vous allez gagner par mois? Vous cliquez sur simuler. Donc, si je fais 800 euros par jour, je travaille pendant 20 jours et j'ai 250 euros de frais professionnels. Par mois en net, le revenu que la société de portage va me verser sera de 8 280 euros. Donc, vous voyez qu'on passe de 16 000 euros à la moitié presque, 8 200 euros. Avant les impôts sur le revenu. Donc, ça, c'est déjà après les charges sociales, le chômage, la retraite. Avant impôt sur le revenu. Donc, sur ceci, on va encore enlever votre impôt sur le revenu qui peut être de plus de 1 200 euros, on va dire. Finalement, vous allez vous retrouver à 7 000 euros net par mois. OK? Donc, vous voyez que finalement, on peut dire, en général, vous êtes en portage salarial, ce qui vous revient, c'est autour de 50 à 60% si vous optimisez. L'optimisation, c'est quoi? Les frais de télétravail, les titres de restaurant, les chèques cadeaux, les chèques culture, PE, PECO, etc. C'est tout ça qui fait en sorte que vous avez un revenu optimisé plus important. Donc, en portage salarial, je vais dire, j'arrondis, vous gagnez 16 000 euros par mois en chiffre d'affaires. Ce qui va vous revenir, ce sera, après tous les impôts, après toutes les charges, ce sera autour de 8 000. Après votre impôt sur le revenu, tout dépend de la composition. Ça, c'est personnel, ça peut être autour de 7 000 euros. Donc, vous voyez, c'est ça. Donc, vous avez vu, lorsqu'on a un portage salarial, finalement, ce qui va revenir dans votre poche, ce sera autour, un peu moins de la moitié, autour de la moitié du chiffre d'affaires que vous avez réalisé. Maintenant, si vous avez une entreprise, une SASU que je vous ai recommandée, en général, c'est pas souvent intéressant d'un point de vue fiscal d'avoir un salaire parce que le salaire, il est trop imposé. Donc, en général, on va plus penser à investir. Du moins, si vous êtes dans une stratégie de croissance, vous pouvez vous verser des dividendes. Il y a d'autres stratégies justement pour pouvoir se payer lorsqu'on a une SASU. On a le chiffre d'affaires, mais la plupart des personnes se versent souvent un salaire minimum. Ça, c'est une astuce. En général, ce salaire minimum, il y a des dividendes. Quand vous êtes actionnaire de votre entreprise, vous pouvez décider d'être dans la croissance, ne pas vous verser de salaire du tout et laisser votre entreprise progresser. Donc, dans la partie SASU, je ne vais pas parler de combien vous gagnez finalement parce que ça dépend de la stratégie de croissance que vous avez. En portage salarial, vous avez un salaire. En auto-entreprise, je vais dire autour de 60% en général, de façon ramassée. Vous pouvez passer de 16 000 euros à 60% de 16 000 euros lorsque vous êtes en auto-entreprise. Et en entreprise, la stratégie, c'est la croissance. Si bien sûr, vous êtes ambitieux ou ambitieuse et vous souhaitez faire croître votre entreprise. Maintenant, comment peut-on trouver sa première mission lorsqu'on se met en freelance? On a parlé de liberté, on a parlé de niveau de rémunération qui est beaucoup plus élevé. Mais comment est-ce qu'on trouve sa première mission? Il y a 5 stratégies que je vais partager avec vous. La première, c'est utiliser votre réseau. Vous avez été salarié par le passé, vous avez eu des collègues. Votre premier réseau, c'est les personnes que vous avez côtoyées durant votre expérience en tant que salarié. Donc, utilisez votre réseau. En général, c'est comme ça que ça marche. Il y a un ami qui connaît un ami qui vous recommande et vous avez votre première mission. Ça marche souvent, ça. Deuxième stratégie pour trouver des missions, c'est de vous inscrire sur des sites comme Malte, LinkedIn et autres. Moi, par exemple, je me suis inscrite sur Malte, même comme je ne suis pas trop active sur cette plateforme-là. J'ai eu des personnes qui m'ont contacté pour me proposer des missions. Donc, n'hésitez pas, créer un profil et surtout, optimisez vos profils avec des recommandations, avec des détails sur les missions que vous avez déjà réalisées. Ça fait toute la différence. Lorsqu'on est freelance, on est entrepreneur, on doit travailler sur son image. C'est important, ok? Première stratégie, on a dit son réseau.
Deuxième stratégie, des sites spécialisés comme Malte. La troisième stratégie qui marche également, c'est de contacter ce qu'on appelle les ESN. Qu'est-ce que c'est? Entreprises de services numériques. Ce sont ces sociétés qui ont pour habitude de placer auprès des entreprises finales des consultants ou consultantes en fait. Vous pouvez rentrer entre guillemets dans les effectifs de ces entreprises-là et travailler directement avec elles. Il y a des moments où les ESN n'ont pas forcément d'effectifs pour pouvoir remporter des missions. Elles peuvent vous prendre pour renforcer leurs équipes. Donc ça, c'est une stratégie qui marche à tous les coups. Allez contacter les entreprises de services numériques, toutes les boîtes de conseil que vous connaissez. Proposez vos services et vous allez voir, vous pouvez trouver des clients par la voie des ESN. Sachant que lorsqu'on débute, en général, vous n'aurez pas toujours accès au client final. Le client final, en général, a accès aux ESN. Vous passez par les ESN qui vous placent chez le client final. Bien évidemment, étant donné que c'est l'ESN qui va trouver la mission pour vous, tous les jours que vous allez travailler, une partie de chiffre d'affaires va repartir chez l'ESN final. La quatrième stratégie, c'est ça. La cinquième stratégie, que moi j'appelle la stratégie pour des personnes qui prennent vraiment leur carrière à même, c'est de créer du contenu sur les réseaux sociaux. Personnellement, je ne crée pas du contenu pour avoir des clients, non. Mais je sais aussi que le fait de créer du contenu vous rend indispensable. Le fait de créer du contenu vous rend visible. Ça vous donne de la visibilité et ça n'a pas de prix. N'attendez pas d'avoir besoin de missions pour vous mettre à créer du contenu. Créez du contenu parce que vous voulez partager votre savoir. Créez du contenu et vous allez appeler à vous des clients qui vous ressemblent. En général, montrer votre personnalisé. Donc, moi, je dis souvent, tout ce qui n'est pas sur Internet n'existe pas. Vos clients sont sur Internet. Vos clients communiquent tous les jours. Si les grosses entreprises communiquent tous les jours, combien de fois vous, petite entreprise qui vient d'être créée, en fait, vous n'avez même pas le choix, en fait. Vous n'avez pas le choix. Vous devez communiquer tous les jours. Dans la cinquième stratégie, soyez acteur et actrice de votre évolution. Partagez sur les réseaux parce que ça vous donne de la visibilité. Ça va attirer auprès de vous vos potentiels clients. Donc, je résume 5 stratégies pour trouver des clients. On se base sur son réseau. On va contacter les prestataires de services. On va contacter des recruteurs. On va contacter les ESN. On peut créer des profils sur Malte, même si je trouve que c'est un peu passif. On va créer son portfolio, on va communiquer sur les réseaux. Avec ça, vous aurez des éléments pour pouvoir trouver un premier client pour votre activité de freelance. Pour terminer, est-ce qu'on peut être freelance sans expérience professionnelle? Est-ce qu'on peut être freelance lorsqu'on débute en général? Voilà une question qui revient souvent. Et moi, j'ai une position claire sur ce sujet. Tout est possible. Être freelance, c'est avant tout une question d'état d'esprit. Je connais des personnes qui ont 10 ans, 15 ans, 20 ans d'expérience qui ne sont pas capables de se mettre en freelance. Ces personnes ont certes l'expérience, mais elles n'ont pas encore le mindset nécessaire pour se mettre en freelance. Pourquoi? Parce qu'il y a la peur, j'ai mon prêt immobilier, j'ai mes enfants, j'ai ma famille à nourrir, j'ai le crédit. Bref, il y a tellement de facteurs qui font en sorte que même avec 10, 15, 20 ans d'expérience, il y a des personnes qui ne peuvent pas se mettre en freelance. Donc, pour moi, la réponse est, vous êtes débutant, vous êtes débutante, vous avez votre place sur ce marché. Tout, c'est une question de mindset, ok? Moi, je pense que vous êtes capable, en fait. Il faut vous donner des moyens. C'est vrai que le fait d'avoir travaillé vous donne déjà la crédibilité, mais il n'y a pas une seule façon de faire des choses. En tout cas, moi, je pense ça. Il n'y a pas une seule façon de faire des choses. Si vous avez la conviction de pouvoir travailler, vous avez la conviction de pouvoir apporter la valeur, allez-y, foncez. Rien ne vous empêche à devenir freelance, même pas le niveau d'expérience. Parce que je vous ai dit, même avec le niveau d'expérience, il y a toujours des freins qui vont nous empêcher de nous lancer. Les personnes débutantes vont dire, je n'ai pas encore d'expérience, je ne peux pas être freelance. C'est vrai. Les personnes expérimentées vont dire, j'ai mon crédit immobilier, j'ai ma famille, j'ai ceci, j'ai cela, je ne peux pas être freelance. C'est vrai, ok? Peu importe la situation, il y a toujours des freins qui nous empêchent de passer freelance. Et moi, je pense que il faut aller au-delà de tous ces freins-là, essayer de mitiger le risque et foncer
tête baissée. Surtout lorsque vous êtes jeune, vous n'avez rien à perdre. En tout cas, vous avez juste quelques mois à perdre. C'est rien du tout. Vous n'avez rien à perdre. Donc, si vous êtes débutant, débutante et vous souhaitez devenir freelance, vous pouvez y arriver. La preuve, les entreprises aujourd'hui recrutent souvent des consultants et consultantes juniors pour leur équipe. Ça peut être pour des missions spécifiques. Donc, détectez les missions adaptées pour votre profil. Ça peut être un bon point d'entrée pour devenir freelance. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'on peut être freelance lorsqu'on est débutant? Moi, je suis convaincue en tout cas que c'est possible. Mais ma recommandation, sans risque, allez d'abord en entreprise pour comprendre le fonctionnement de l'entreprise. Une fois que vous avez compris comment les entreprises fonctionnent, vous vous mettez en freelance pour pouvoir répondre aux problématiques que vous avez identifiées. Donc, ça peut être juste une transition. Je m'en vais, en tant que salarié, me former, comprendre les besoins de mes futurs clients. Si vous voyez, c'est la stratégie que moi, je recommande. Même si je suis convaincue que lorsque vous êtes débutant ou débutante, vous pouvez être freelance. Une stratégie, ce serait, je m'en vais d'abord me former. En fait, c'est une stratégie, en fait. Je vais être freelance, je commence par me former auprès de mes futurs clients. J'ai mon premier poste en CDI chez mon futur client. Je comprends ces problématiques, j'apporte de la valeur. Ensuite, je me mets à mon propre compte pour répondre aux problématiques que j'avais identifiées. Vous voyez? Donc, être salarié aussi, c'est être payé pour apprendre, être payé pour comprendre le besoin de ses futurs clients. Ça, c'est ma vision aujourd'hui. Donc, voilà, pour moi, c'est possible d'être freelance lorsqu'on est débutant ou débutante. OK? Une autre question qui revient souvent, c'est est-ce qu'il faut avoir de l'épargne pour être freelance? La vraie réponse, c'est qu'il n'y a pas de réponse. Je partage mon expérience. Lorsque je me lançais en freelance, je n'avais pas d'épargne. Et ça, c'est vrai, je n'avais pas d'épargne. C'est comme si j'avais sauté d'un avion et je n'avais pas de coussin de sécurité juste en bas. C'est vrai que je n'avais pas d'épargne, mais j'avais une activité parallèle qui me permettait de payer mon loyer, qui me permettait de payer toutes mes factures sans stress. Du coup, même si je n'avais pas de travail, je savais que même si je ne trouvais pas de mission, je pouvais payer mon loyer, je pouvais payer mes factures sans avoir besoin de travail. Donc, est-ce qu'il faut avoir de l'épargne? Je dirais pas nécessairement. Si vous avez besoin d'épargne pour être confortable, peut-être 6 mois, comme on dit souvent 3 mois, mais honnêtement, prévoyez 3 à 6 mois d'épargne, du moins l'argent nécessaire pour vivre pendant 3 à 6 mois, le temps de trouver votre mission, c'est ce qui est nécessaire. Comment faire pour trouver sa mission? Est-ce que lorsque je suis salarié, je peux trouver ma mission avant de passer en freelance? La réponse encore, c'est ça dépend. Moi, personnellement, lorsque je me suis lancée en freelance, je n'avais pas de mission. En gros, j'ai démissionné, j'ai fini mon préavis, je n'avais pas de mission. C'est à la fin de mon préavis, lorsque je devais rentrer au Cameroun, que j'ai pu trouver ma première mission. Il y a des personnes qui arrivent à trouver leur première mission pendant la période de préavis. Après la démission, il y en a qui n'ont pas ça, mais moi je pense que la majorité autour de moi en tout cas n'avait pas trouvé de mission lorsque le préavis qu'on a souvent lorsqu'on démissionne se passait. Donc, est-ce que si je suis salarié, je dois d'abord avoir ma mission avant de démissionner? La vraie réponse est que la mission, ça dépend, c'est très aléatoire. Il n'y a pas de vraie réponse. Préparez un coussin de sécurité de 3 à 6 mois en fonction de votre appétence pour le risque et le reste va s'enchaîner au fur et à mesure. Dites-moi en commentaire ce que vous avez appris de cette vidéo. Est-ce que vous êtes freelance? Qu'est-ce que vous avez appris? Est-ce que vous pensez qu'on peut être freelance en étant débutant? Partagez vos avis en commentaire. Si vous souhaitez passer de 0 à 1 en data science, regardez cette vidéo. Si vous souhaitez comprendre comment est-ce qu'on réussit ces entretiens d'embauche, regardez cette vidéo. Sur ce, prenez bien soin de vous et on se donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.